150 ambulances modernes dotées d'équipements médicaux de premiers soins réceptionnés, achetées sur fonds propres de l'État. Ces ambulances viennent accroître le taux de couverture sanitaire, notamment la santé maternelle et infantile au Niger. Un des objectifs majeurs du programme de renaissance, cher au président de la République, Issoufou Mahamadou. Cérémonie également de remise d'équipements sportifs à la Fédération nigérienne de sport pour personnes en situation de handicap. Le ministère de la Jeunesse et des Sports contribue ainsi à la redynamisation des activités de cette frange de la population. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons tout d'abord avec la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a accordé cet après-midi 2 audiences. Il a d'abord reçu le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Pierre de Villiers, au centre de leur discussion, l'évolution de la situation sécuritaire au Sahel. Je suis très honoré d'avoir été reçu par le président Issoufou il y a quelques minutes. L'objet de mon audience, c'était de parler ensemble de notre coopération entre nos deux pays, entre nos deux armées, et puis de faire un tour d'horizon sécuritaire de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. L'opération Barkhane que nous menons, qui est une opération transfrontalière au-dessus des frontières, et je crois pouvoir vous dire un succès depuis quelques semaines avec les différents pays concernés, avec les forces de l'ONU, avec les pays alliés. Je crois que nous obtenons d'excellents résultats et notre attaque d'un convoi il y a quelques semaines qui sortait du sud Libye au nord Niger a été extrêmement efficace. Je voudrais souligner la qualité de la coopération avec les forces nigériennes, absolument remarquable. Vous savez peut-être que nous sommes de la même promotion de Saint-Cyr avec le général Garba, qui est un ami, et je crois que cette coopération qui est née il y a presque 40 ans à Saint-Cyr, eh bien, elle se poursuit remarquablement aujourd'hui entre nos deux armées. Le chef de l'État a ensuite reçu le chef d'état-major des pays du G5 du Sahel qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Ils ont rendu compte au président de la République, chef suprême des armées, des conclusions de leur réunion tenue aujourd'hui même à Niamey, réunion qui s'est penchée sur l'évolution de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le général Ibrahim Saïd Mohamed, chef d'état-major du Tchad, porte-parole du G5 du Sahel. L'objet de cette audience, c'est tout naturellement quand on est venu pour une réunion qui concerne le chef d'état-major du G5, des pays du G5. Et c'est tout naturellement qu'on vienne d'abord de nos civilités, chef de l'État, chef suprême des armées du Niger, et lui rendre compte le sujet débattu et recevoir ses conseils. Vous savez, depuis avril, on a eu la première réunion, à tenir cette première réunion ici, à Niamey. Ça, c'est la seconde réunion. D'abord, c'est faire l'évaluation de ce qui a été fait auparavant. Et ensuite, d'échanger sur les sujets qui nous préoccupent, c'est-à-dire la sécurité dans le Sahel, l'espace sahélien. Vous savez, comme nous autres, que le terrorisme, le banditisme qui freinent le développement de nos États sont un sujet très préoccupant pour nos chefs d'État. Et c'est à ce sujet qu'on a discuté. Et on a échangé et trouvé les voies et moyens pour répondre à cette menace. Nous y reviendrons d'ailleurs sur cette réunion des chefs d'état-major des pays membres du G5. Réception officielle de 150 ambulances acquises sur fonds propres de l'État grâce à la facilitation de la cellule de partenariat public-privé par le ministre de la Santé publique ce matin à Niamey. Cette importante acquisition de moyens roulants entre dans le cadre du programme de renaissance cher au président de la République Issoufou Mahamadou qui concrétise ainsi sa promesse de doter d'ambulances les centres de santé de l'ensemble des régions du pays. Moussa Yahya et Issa Keïssa.
Conformément aux engagements pris dans l'axe 7 du programme de renaissance du Niger, le président de la République Issoufou Mahamadou a tout mis en œuvre depuis son accession au pouvoir pour améliorer la qualité des soins et l'accessibilité aux services de santé. C'est ainsi qu'un recrutement massif de médecins a été opéré avec 2 vagues de 350 et de 536 médecins, ayant permis d'obtenir le ratio d'au moins 1 médecin au niveau de chaque commune. Ensuite, les centres de la mère et de l'enfant ont été réhabilités dans toutes les régions. Et pour couronner le tout, le président de la République, conscient des problèmes d'accès aux centres de santé, notamment dans les zones rurales, s'est engagé à doter toutes les communes du Niger d'ambulances modernes équipées. Et c'est cet engagement qui est traduit en actes à travers cette opération inédite d'acquisition de 150 ambulances médicalisées sur fonds propres de l'État. L'État qui a su mettre à profit la disponibilité remarquable du secteur privé dans cette opération, notamment celle de la société Nimo Automobile. Pour la première fois, un président de la République a décidé qu'il ne veut plus voir ou entendre dire qu'un enfant nigérien est mort parce qu'il n'y a pas un moyen pour le transporter de sa brousse à un centre de santé. Un président de la République a dit qu'il ne veut plus voir des femmes enceintes avoir des problèmes ou même mourir parce qu'il manque de moyens de transport pour les évacuer dans des centres de santé. Partant de cette volonté exprimée par le président de la République, reprise par le chef du gouvernement et le ministre de la Santé publique, nous avons trouvé des partenaires fiables, des partenaires nigériens, à travers la société Nimo Automobile, pour réaliser un contrat de partenariat public-privé sur l'acquisition dans un délai très court de 150 ambulances. Donc, grâce à ce partenariat public-privé, vous avez devant vous les 100 ambulances qui sont déjà livrées et les 50 autres sont en route. Et c'est une première au Niger qu'un gouvernement décide par ses moyens propres de doter son peuple des moyens pour sauver sa vie. La cellule d'appui au partenariat public avait simplement pour mission de mettre à la disposition de ses partenaires l'expertise nigérienne nécessaire à la conduite de ces négociations, et je peux vous affirmer que ces véhicules que vous voyez là, c'est beaucoup plus le patriotisme des partenaires qui l'a fait que l'argent public. Une ambulance, toute option, coûte environ 60 à 70 millions. Les véhicules que vous avez devant vous ont coûté minimum 50% moins cher. Et ça, c'est grâce au dispositif de partenariat public-privé auquel le président de la République a pensé et pour lesquels l'Assemblée nationale a voté les lois nécessaires qui permettent au peuple nigérien aujourd'hui d'investir dans les domaines sociaux comme l'acquisition d'ambulances. Procédant à la réception de ces 150 ambulances, le ministre de la Santé publique a d'abord souligné l'opportunité de cette courageuse décision du président de la République avant de se réjouir du bon qualitatif que cet acte va permettre dans le domaine de la santé au Niger. Le ministère de la Santé publique fait face à un besoin pressant en ambulance sur l'ensemble du territoire national. Ce déficit s'explique par le faible renouvellement des moyens de transport destinés aux évacuations sanitaires, se traduisant par un retard dans le transfert des femmes enceintes ou en situation d'urgence vers un centre de santé de référence. Cet état de fait constitue une des causes majeures qui entrave l'accélération de l'atteinte des objectifs principaux du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 et des objectifs du millénaire pour le développement OMD à travers la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique a négocié et obtenu de la cellule d'appui au partenariat public-privé une offre d'un bienveillant partenaire privé pour la fourniture en mode partenariat public-privé 150 ambulances médicalisées. Cette acquisition permettra de doter nos régions en ambulances et facilitera l'accès des populations aux services et soins de santé de qualité. Les 150 ambulances sont toutes médicalisées, c'est-à-dire disposant de tous les accessoires pour des évacuations dans les conditions internationalement homologuées. Dans une ambulance médicalisée, vous avez de l'oxygène, les 2 bouteilles qui sont là.
Ça, c'est pour les malades qui en ont besoin, sont dans des comas, qui ont besoin de l'oxygène pour pouvoir survivre jusqu'à l'hôpital. Vous avez un tensiomètre qui est là accroché. Si c'est un hypertendu, on a besoin de lui faire du sérum. On prend sa tension, on voit s'il a une tension élevée, donc on choisit le sérum qu'il lui faut avant d'aller à l'hôpital. Et là, vous avez une potence pour accrocher le sérum du patient. Voilà. Et là, vous avez un aspirateur. Un petit aspirateur chirurgical de mucosité. Donc, si, par exemple, une femme vient d'accoucher et que son bébé a un problème qu'il faut amener à l'hôpital très vite et qu'il a avalé le liquide placental, donc on pouvait mettre sur cet appareil-là pour retirer ce liquide-là de ses narines pour qu'il puisse respirer et le conduire à l'hôpital. Et là, vous avez une caisse qui est là, qui est composée des petits matériels de premier soin pour pouvoir sauver le malade jusqu'à un centre spécialisé. Et le véhicule est encore climatisé. Une bonne climatisation. Et vous avez un chariot de transport du malade qui est sur roulette, qui est mobile. Très pratique. On le tire, on prend le malade et on le remet. L'acquisition de 150 ambulances, toutes répondant aux normes sur fonds propres de l'État, mérite d'être saluée et encouragée, selon le représentant résident de l'OMS présent à cette cérémonie. Je voudrais d'abord exprimer toute notre agréable surprise et satisfaction devant ce matériel très important, 100 ambulances, plus 50 qui vont arriver, ça fait au total 150 ambulances. Je crois que c'est du jamais vu pour un soutien d'un gouvernement au profit de sa population. Je voudrais ici profiter pour saluer cet engagement et cette détermination du gouvernement du Niger pour faire de la santé la pierre angulaire du développement au niveau du pays. Il faut souligner que le Niger est l'un des rares pays qui va effectivement achever l'homme des 4 qui consiste à la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Et je crois que ce matériel vient à point nommé pour achever les progrès déjà réalisés dans la réduction de la mortalité infanto-juvénile et justement renforcer les efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle. C'est un exemple que le Niger vient de donner dans la sous-région. Et je crois que les autres pays pourraient effectivement, à travers cet événement, pouvoir aussi emprunter le pas au Niger pour la réduction de la mortalité dans la sous-région. Je voudrais dire également que c'est un signal fort qui a été donné par le gouvernement aux partenaires techniques et financiers qui vont continuer d'apporter leur appui puisque effectivement la responsabilité que le gouvernement a démontré aujourd'hui doit être un élan pour les partenaires pour le soutenir davantage dans l'amélioration de la santé de la population nigérienne. Toutes les 150 ambulances sont dotées de pièces de rechange avec une garantie de 2 ans. C'est donc une autre promesse du président Issoufou qui vient d'être tenue, comme l'ont été de nombreuses autres auparavant, avec pour unique objectif le bien-être des populations nigériennes. Niamey abrite depuis ce matin, et ce pour la 2e fois, la réunion ordinaire des chefs d'état-major des pays membres du G5, du Sahel et de la France. La coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'appui des partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne était à l'ordre du jour de cette rencontre. C'est Nousmela Ibrahim et Askou Jibrilla. Réunis au Niger pour la seconde fois depuis la mise en place du G5 pour le Sahel. Le G5 pour le Sahel, un cadre de coopération basé sur une stratégie de sécurité et de développement entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les chefs d'état-major de ces pays et de la France abordent les défis de l'heure. En effet, aujourd'hui, 3 points chauds constituent nos sources d'inquiétude dans la sous-région. D'abord, le nord du Mali, où l'on relève la persistance de la menace des différents groupes armés terroristes qui se poursuit à travers des actions de harcèlement à l'aide de mines et autres engins explosifs improvisés, tout en adoptant une stratégie d'évitement. Ensuite,
la posture actuelle de l'organisation terroriste Boko Haram dans le nord du Nigeria indique que ce groupe ne fléchit pas devant les forces nigérianes. En plus, il tente d'étendre sa zone d'influence au-delà des frontières nigérianes. Enfin, le sud de la Libye est aujourd'hui devenu un no man's land où tous les groupes armés terroristes se retrouvent pour se ravitailler, se former ou se réorganiser pour continuer à déstabiliser notre espace. Les dernières opérations menées récemment dans le nord Niger ont été édifiantes à cet effet. Les chefs d'État des pays du G5 du Sahel ont donc vu juste en créant ce cadre pour trouver les solutions communes et durables à ces défis avec l'aide des partenaires. Récemment d'ailleurs, s'est tenue à Bamako la 7e réunion du comité de coopération opérationnelle. Cette rencontre a permis à nos officiers d'état-major de se pencher sur la situation sécuritaire dans notre espace afin d'initier des mesures pratiques à prendre dans un cadre conjoint. Il nous reviendra au cours de la présente rencontre de passer en revue les résultats de leurs travaux, notamment ceux relatifs aux documents conjoints de coordination interalliée, et aussi discuter des différentes modalités de mise en œuvre de notre stratégie commune. Je ne doute pas un seul instant que la voie dans laquelle nous nous engageons nous permettra de relever de manière pragmatique les défis sécuritaires qui entravent le développement socio-économique de nos États et perturbent la quiétude de nos populations. Cette démarche commune favorise aussi la création des conditions de renforcement de la coopération opérationnelle entre nos armées et les pays partenaires. Aussi, cette initiative permettra de développer l'interopérabilité de nos forces et d'améliorer le niveau professionnel de nos cadres. Nonobstant la question sécuritaire, le G5 du Sahel dispose d'un portefeuille de projets structurants, promotion de la démocratie, participation des populations au développement, aux infrastructures, à la sécurité alimentaire et au pastoralisme. Le G5 du Sahel accorde également du crédit au développement humain, à l'adaptation au changement climatique et à la gestion de l'eau. Le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Alma Omaro, a quant à lui présidé cet après-midi la signature de convention de financement entre le syndicat des agents du ministère du Commerce Sinacom et la Banque Atlantique du Niger pour la construction de la cité des agents de son ministère. Jocelyne Amoussou est à côté Wagalassan. Par cette signature de convention, le projet d'une cité des agents du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé devient une réalité. Réalité grâce à la Banque Atlantique du Niger qui s'est montrée favorable au projet, une initiative du syndicat des agents du ministère du Commerce Sinacom pour le financement des besoins des agents en crédit de consommation et en crédit immobilier. Le présent financement, dont l'enveloppe totale est estimée à environ 1 milliard de francs CFA, porte sur le crédit immobilier distribué par la BAN en 2014 à un montant de 5,9 milliards, dont 5 milliards pour les fonctionnaires du secteur public et 913 millions pour les fonctionnaires du secteur privé. Cette cérémonie constitue une fierté pour le groupe Atlantique. En effet, elle traduit notre volonté d'être plus proche de nos clients et consacre le positionnement de notre groupe comme une entreprise citoyenne. C'est pourquoi, sachant l'importance de ce partenariat et le succès qu'il connaîtra sans nul doute, nous veillerons personnellement à sa mise en œuvre afin que nos objectifs communs avec le syndicat des agents du ministère du Commerce soient atteints dans les meilleurs délais. Pour le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, ce geste répond surtout à la politique du gouvernement en matière d'habitat qui se traduit par une famille, un toit. Je peux vous assurer, Madame la Directrice Générale, du soutien ferme de mon département ministériel en faveur de cet important projet jusqu'à son aboutissement dans l'intérêt bien compris de tous les agents bénéficiaires. Je demande donc à toutes les parties prenantes de respecter les clauses et engagements souscrits afin de perpétuer l'exemple de ce partenariat. Une exhortation bien cernée par les agents du ministère du Commerce qui, par la voix du secrétaire général du syndicat des agents du ministère du Commerce, Idrissa Koulé, s'engage à respecter les clauses de la Convention.
Autre cérémonie de remise de matériel hier au Palais des Sports. Cette fois-ci, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a remis à la Fédération nigérienne des sports pour personnes en situation de handicap un important matériel pour redynamiser ses activités à Niamey et à l'intérieur du pays. Mamadou Djungare et Léoli Yahya. 50 fauteuils roulants offerts gracieusement à la Fédération nigérienne de sport pour personnes en situation de handicap par le ministre en charge des sports, Abdelkarim Damalam, a affirmé que ce geste entre dans le cadre de la valorisation du sport au niveau de cette fédération qui a toujours valablement représenté le Niger sur le plan sous-régional et africain. Je pense que de mémoire, une telle cérémonie ne s'est pas passée et je pense qu'il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que nous vous oublions. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'État nigérien a pensé, à sa tête, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a doté cette fédération-là de 50 vélos qui peuvent servir à plusieurs manifestations sportives. Ça peut servir au basketball, ça peut servir au handball, ça peut servir à la course, ça peut servir à beaucoup de choses. Un don qui vient à point nommé car la fédération entend doter les ligues de l'intérieur de matériel car le président de la fédération a indiqué que certaines ligues n'ont pas le moindre matériel. Ce matériel-là vient à point nommé et nous permettra de doter ces ligues pour renforcer leurs capacités, améliorer la performance des athlètes paralympiques et en tout cas défendre les couleurs nationales. En fait, dans peu de temps, nous serons à Zender du 28 au 30 novembre 2014 pour le championnat national de Torbol, le ballon sonore des déficients visuels. Et nous allons profiter de l'occasion, en tout cas, pour distribuer ce matériel aux représentants des ligues qui vont être à ce grand événement national. Ce matériel est adapté à la pratique de plusieurs disciplines de handisport. Il s'agit notamment du basket, du tennis ping-pong et du handball. Cette fédération projette plusieurs activités en fin d'année, dont la journée internationale des personnes en situation de handicap et le championnat national prévu à ZR en fin décembre. Restons avec le sport où le MENA a après disputé son dernier match des éliminatoires de la CAN 2015 Guinée équatoriale face aux Mozambicains, ce soir même au stade général Sénou Kounché de Niamey. L'équipe du MENA remaniée à 80% a fait un match nul, un but partout. Et en dépit de ce nul, le public était satisfait de la prestation de notre 11 national composé des jeunes joueurs, généralement jouant à domicile, c'est-à-dire les locaux. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier sectoriel sur le transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine de la santé. Cet atelier participera à la remise à jour des cahiers du comité technique sur le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Sekirot Abdou et Sani Issouf. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds d'équipement des Nations Unies. Il a pour but de mener des réflexions pour rendre effectif le transfert de compétences aux collectivités territoriales dans le domaine de la santé. L'État engage le processus graduellement avec 6 ministères pilotes, dont le nôtre, donc le ministère de la Santé publique. À cet égard, je vous engage à des réflexions sur le mode opératoire du transfert, que les outils soient mis à la disposition du ministère de la Santé publique pour les transferts de compétences, que les réflexions contribuent à l'élaboration des projets sectoriels, que les avant-projets des décrets soient élaborés suite à cette rencontre. La question de transfert de compétences a constitué depuis 2011 une préoccupation du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique a exhorté l'ensemble des partenaires pour la réussite de cette opération. Je voudrais exhorter les participants, les partenaires du gouvernement, les professionnels de la santé, la société civile, à soutenir et intensifier les actions de sensibilisation pour rendre effectif ce transfert de compétences aux collectivités territoriales
en ce qui concerne le domaine de la santé. Il faut noter que le transfert des compétences est la pierre angulaire du processus de la décentralisation qui repose sur un ensemble de choix politiques, des principes économiques et des facteurs conjoncturels ou historiques. Ainsi, cet atelier permettra au ministère de la Santé de disposer d'un outil adéquat pour le transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Une délégation du médiateur de la République séjourne dans la région de Maradi depuis hier, composée des membres de cette mission, donc composée des agents de la médiature, conduite par le directeur de cabinet du médiateur de la République. Objectif: informer et sensibiliser les populations de cette région sur le rôle et l'objectif assigné à cette institution. Kassom Moutari et Imran Idrissa. Institué par la loi numéro 2011-18 du 8 août 2011, modifiée et complétée par la loi 2013-30 du 17 juin 2013, le médiateur de la République est une autorité administrative et indépendante. Elle a pour mission, entre autres, d'assurer la médiation institutionnelle pour réparer les torts commis aux citoyens et les réconcilier avec l'administration, assurer la veille démocratique pour construire un état de droit, défendre les droits des citoyens, promouvoir la stabilité sociale et la paix et contribuer à la modernisation de l'État. De ce fait, le médiateur de la République est chargé de régler de manière consensuelle et sans frais les conflits opposant les citoyens à l'administration, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes investis d'une mission de service public, réconcilier l'administration et les citoyens, défendre les droits des enfants et des personnes vulnérables, proposer des mesures de réforme et de modernisation des services publics, accomplir toute mission d'amélioration du service public ou toute mission de conciliation entre l'administration publique et les forces socio-professionnelles. Parlant de la recevabilité d'une réclamation, le directeur de cabinet du médiateur de la République, Tarno Bala, a déclaré que toute réclamation, toute plainte contre l'administration ou les services publics peut être adressée au médiateur de la République à condition, entre autres, entrer dans le champ de compétences du médiateur de la République, avoir fait l'objet d'un recours préalable auprès de l'administration mise en cause et doit comporter une demande écrite avec pièce justificative du recours préalable. Tarno Bala d'ajouter que dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur de la République organise des séances foraines pour sensibiliser les citoyens sur les lois et procédures, les écouter, collecter leurs attentes et réclamations. Et les reçoit, écoute et assiste et conseille les réclamants tout le long du traitement de leurs plaintes. Le traitement des dossiers de réclamation par le médiateur de la République est confidentiel et il peut être saisi d'une réclamation par toute personne physique ou morale victime de dysfonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public. À travers cette réunion, nous souhaitons que les populations comprennent qu'il faut, lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils s'estiment lésés par un acte administratif posé par une autorité publique, ils peuvent saisir le médiateur pour les aider à recouvrer leurs droits. Il faut préciser que les citoyens ou la structure désirant saisir le médiateur de la République d'une réclamation peut le faire librement et directement.